Son état est stable, mais Lumbi a encore besoin de soins. Ce pangolin est surveillé de près dans un hôpital vétérinaire des environs de Johannesburg, spécialisé dans la protection des espèces indigènes. L'animal a été sauvé lors d'une opération de police contre des trafiquants qui s'attaquent à cette espèce pour ses écailles en kératine, très recherchées en Asie pour leurs prétendues propriétés médicinales. Sauvé mais traumatisé et très affaibli. On n'a pas encore trouvé de quel parasite il s'agit, mais il souffre à cause d'un parasite dans le sang. Et ce que ce parasite fait, c'est qu'il détruit ses globules rouges. Donc ça le rend anémique et on essaye de soigner ça. L'adresse de cet hôpital est gardée secrète pour éviter une attaque de braconniers. Ici, toute la faune sauvage de la région est soignée, mais le pangolin est de loin l'espèce la plus menacée. C'est aussi la plus mal connue, bien qu'elle soit présente sur Terre depuis environ 80 millions d'années. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur la médecine vétérinaire et le processus de réadaptation des pangolins, et on en sait très peu sur les espèces africaines, les 4 espèces présentes ici, en Afrique. Donc plus on en fait pour eux, plus on en apprend sur l'espèce. Et n'oubliez pas qu'on parle d'une espèce en danger critique d'extinction. On ne sait pas combien il reste de pangolins sur la planète. Seul mammifère à écailles, le pangolin vit à l'état sauvage en Asie et en Afrique uniquement. Il est myrmécophage, c'est-à-dire qu'il se nourrit quasi exclusivement de fourmis et de termites. À l'abri dans une réserve près de Pretoria, celui-ci est justement en train de se régaler d'un arrivage de fourmis volantes. Elles arrivent seulement après de grosses pluies. Donc c'est pas tous les jours qu'il y en a. C'est un peu une friandise pour les pangolins. Complètement rétabli, Steve est en pleine préparation de son retour à la nature, sous l'œil attentif de Gareth qui l'accompagne plusieurs heures par jour. Objectif, qu'il prenne suffisamment de poids pour pouvoir se défendre face aux prédateurs une fois relâchés. Et comme les pangolins ne s'alimentent pas en captivité, ces promenades surveillées sont le seul moyen pour Steve de se nourrir, un véritable sacerdoce pour son gardien. Je suis avec lui depuis le premier jour, depuis qu'on l'a sorti de la caisse saisie aux braconniers. Je suis avec lui chaque semaine depuis... Ça fait au moins 7 mois. Au total, il faudra 11 mois à Steve pour retrouver toutes ses forces. Direction alors la réserve de Manyoni, à plusieurs centaines de kilomètres de là, dans la province du KwaZulu-Natal. Après une courte période d'acclimatation, il fait ses premiers pas de pangolin libre. Sur son dos, des émetteurs pour permettre aux rangers de le suivre. Il s'occupe très bien de lui. Il s'en sort très bien pour trouver sa nourriture. Il trouve des terriers. Il a maintenant toutes les compétences nécessaires pour survivre dans la nature. Et je suis très confiant. Entre les semaines, voire les mois qu'il passe à l'hôpital, puis la surveillance qu'il exige encore une fois relâché, chaque pangolin mobilise beaucoup d'énergie, mais la survie de l'espèce est à ce prix. Face à la caméra, une étudiante. Derrière la caméra, également un étudiant. Toute l'équipe du film fait partie de la Ebony Life Creative Academy, une nouvelle école de cinéma ouverte l'an dernier à Lagos. Esther a 30 ans et déjà plusieurs clips et courts-métrages à son actif, mais en intégrant le département réalisation de cette école, elle a appris à faire du cinéma autrement. C'est une expérience formidable parce que j'ai maintenant un autre regard sur le cinéma et je comprends vraiment ce qu'est le cinéma, en tout cas bien mieux maintenant qu'auparavant. Ici, les étudiants apprennent à réaliser des films qui puissent s'exporter en dehors du continent africain. Le Nigeria et le cinéma, c'est déjà une vieille histoire. Nollywood a décollé dans les années 80 et représente aujourd'hui plus de 2500 films produits par an. Mais ce sont souvent des films tournés en quelques semaines seulement avec moins de $20 000 de budget et à destination d'un public nigérian, il est vrai déjà conséquent puisque le pays compte 215 millions d'habitants.
On a des talents à Lagos et au Nigeria, mais pour travailler à l'international, c'est pas tout à fait la même chose. Donc ce que fait l'école, c'est qu'elle leur apprend à travailler selon les standards internationaux. Autrement dit, on leur permet de réaliser un cycle complet de production, de l'écriture de scénarios au casting, de la pré-production à la production, puis à la post-production. La formation assurée par des professionnels nigérians, sud-africains ou kényans qui ont tous travaillé à l'international est gratuite, entièrement financée par l'État de Lagos qui voit dans cette ouverture à de nouveaux marchés une source d'emploi et de revenus. Et derrière tout cela, bien sûr, il y a la montée en puissance des grandes plateformes internationales de streaming comme Amazon ou Netflix. Ce que Netflix et toutes ces autres plateformes ont fait, c'est nous exposer à du contenu au-delà de toute région particulière. Vous en avez d'Amérique du Sud, d'Europe, d'un pays obscur d'Europe, et ce sont des sujets contemporains grand public. Et donc beaucoup de cinéastes nigérians se rendent compte que leurs histoires peuvent en fait être vues à une échelle universelle. 3, 2, 1, action. La puissante société de production Ebony Life, qui est à l'origine de cette école, est l'une des principales partenaires de Netflix au Nigeria. Mais le Nollywood globalisé sera-t-il toujours Nollywood ? Nous sommes ici pour faire des films nollywoodiens, mieux, c'est tout. Nous ne sommes pas là pour changer, pour réinventer la roue. Nous apprenons ce qui est fait à Nollywood et nous voyons ce que nous pouvons y apporter. Une nouvelle génération de professionnels du cinéma formés à raconter des histoires dans un format accessible au monde entier, mais toujours donc des histoires nigérianes. C'est un habit qui inspire le respect parce que tout le monde ne peut pas le porter. Dans l'ouest montagneux du Cameroun, chez les Bamileke, le ndop est la tenue d'apparat des chefs traditionnels qui continuent de la porter pour les grandes occasions, comme ici lors d'une cérémonie funéraire, même si au fil des années, cette étoffe a perdu son côté sacré. Au départ, c'était pour les princes, et même pas tous les princes. Les princes qui ont déjà été initiés. Aujourd'hui, c'est l'affaire de presque tout le monde, parce que ça se vend même déjà au marché. Mais les pagnes bas de gamme vendus sur les marchés n'ont pas grand-chose à voir avec le véritable ndop comme celui que tisse Solange du côté de Baham, en plein cœur du pays Bamileke. Cette artisane va d'abord chercher dans la forêt les feuilles de raffia. Elle en extrait ensuite les fibres qui vont lui servir de fil pour broder des motifs qui sont autant de symboles. Ce savoir-faire, Solange l'a hérité de sa mère. Parce que j'ai appris les 2 lignes ici par maman. Lorsque j'avais ne serait-ce que 8 à 9 ans, maman me préoccupait en disant de ne pas aller me balader. Elle me recommandait, elle m'a d'abord appris à tisser les 2 lignes ici. Le tissu est ensuite teint à l'indigo, puis à l'aide d'un couteau bien aiguisé, débarrassé de ses coutures en raffia. Les motifs brodés par Solange apparaissent alors en blanc sur fond bleu. Une production donc très traditionnelle, mais que certains tentent de moderniser en utilisant le ndop pour fabriquer des accessoires, des sacs, des bijoux, des coiffes, capables de séduire une nouvelle clientèle. Quand les choses sont un peu trop traditionnelles, il y en a qui n'aiment pas beaucoup. Quand on le fait comme ça, quelqu'un quand il a un truc traditionnel et à la forme moderne. Du coup, ceux qui sont un peu fans de modernité se retrouvent en ayant un accessoire par exemple comme ça. Le ndop a été classé en 2020 au patrimoine national camerounais, mais le président de l'association Sauvons le ndop appelle les chefs traditionnels à se mobiliser pour aller plus loin et le faire reconnaître au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Il faut que nous soyons auprès des artisans. J'ai bien dit des artisans professionnels qui exercent encore le métier. Pourquoi ? Parce que de nos jours, les artisans sont transformés en commerçants, d'où le danger de cette étoffe à disparaître. Ce savoir-faire est en effet avant tout menacé par son manque de rentabilité. Vu le nombre d'heures de travail qu'il exige, le véritable ndop coûte très cher, jusqu'à 150 € pour un habit
hors de prix dans un pays où un tiers des habitants vit avec moins de 2 € par jour.